Alors, bonjour à tous et à toutes. J'imagine que vous m'entendez. Hichem, est-ce que tu es là? Hichem, c'est bon, tu es là. Emmanuel, il arrive. Et Vincent. Super. Emmanuel, Hichem, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah. Vincent. Super. Je vais voir si Olivier est là. Il doit nous rejoindre, mais risque d'avoir un petit retard. Je vous propose de patienter quelques minutes le temps que tout le monde se connecte avant qu'on puisse démarrer ce second webinaire. Alors, est-ce qu'Olivier est par là? Pas encore. Très bien. Et vous m'entendez bien ou pas là, Emmanuel, Vincent, Hichem? Parfait. Super. Parfait. Très bien. Vincent, c'est tout bon pour toi? C'est tout bon. Eh bien, super. Ok. Il y a quelques personnes qui se connectent. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer l'introduction et puis les personnes vont arriver au fil de l'eau. Voilà, ça arrive là en masse. Ok. Très bien. Ce que je vous propose, c'est bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce second webinaire du Salon de l'immobilier de montagne 100% digital et merci pour votre présence. Alors, attendez, j'ai l'impression que quelqu'un m'interpelle. Bonsoir, très bien. Bonsoir, Chloé. Bienvenue au second webinaire du Salon de l'immobilier de montagne. Alors, pour celles et ceux que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, moi, je suis Anis Bouzbi, président de la start-up AirLink et animateur d'une série webinaire que nous avons conçue avec l'édition COSI. Donc, on devait se rencontrer effectivement au mois d'octobre en face à face et à défaut de pouvoir échanger en présentiel avec vous, avec le contexte sanitaire, on a décidé de maintenir des conférences de manière digitale et vous offrir des interventions d'experts pour partager avec vous des points de vue, des solutions, des retours d'expérience en lien avec l'immobilier de montagne et bien évidemment contextualiser avec la crise sanitaire que nous traversons. Et pour celles et ceux qui n'étaient pas là lors du premier webinaire, parce qu'on entame le second,
on a évoqué lors de ce premier webinaire l'état du marché de l'immobilier de montagne. Puis, en synthèse, puisque je ne vais pas rentrer dans le détail ici, vous avez une vidéo sur laquelle vous pouvez revenir sur le site de Covid, mais globalement, l'immobilier de montagne résiste malgré tout à la crise. On verra dans les semaines à venir ce qu'il va advenir avec les annonces du gouvernement. Mais malgré tout, comme de nombreux secteurs, l'immobilier de montagne a été impacté et a dû s'adapter à de nouvelles demandes et de nouveaux usages. Et lors de ce webinaire, on avait évoqué la digitalisation des services et des bâtiments comme un réel facteur de facilitation, d'adaptation de la filière pour faire face à cette situation qui est inédite. Et il reste bien évidemment beaucoup à faire. Alors justement, pour ce second webinaire, ce que je vous propose, c'est de nous concentrer sur le thème de la digitalisation des bâtiments, de la ville et des stations, alors communément appelés bâtiments, villes et stations connectées ou intelligentes. Et c'est vrai que si ces concepts et solutions qui tentent de se développer maintenant depuis de nombreuses années pour répondre à des défis de mutation écologique, économique, urbaine, technologique, pour penser la ville ou la station de demain, eh bien, la crise sanitaire du moment n'a fait que mettre en évidence la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions opérantes et de préparer encore plus l'avenir. Et donc, en effet, on a vu ces derniers mois émerger le télétravail, la visio, comme là ce soir, le départ de population des villes vers les campagnes et les montagnes, la téléconsultation, une scolarité à distance, une augmentation drastique du e-commerce, des visites pour de la location, pour de l'achat à distance. Et puis, je pourrais continuer comme ça pendant un certain nombre de temps, on a vu émerger de nouveaux usages. Alors, justement, pour comprendre finalement ce qui se cache derrière ces concepts et découvrir les solutions concrètes et finalement les opportunités aussi finalement pour vous qui peuvent se présenter, vous avez la chance ce soir d'avoir à mes côtés, je dirais virtuellement, plusieurs intervenants de qualité. Alors, en premier lieu, Emmanuel François, qui est président de la Smart Building Alliance, qui est une association qui a été créée en 2012. Exact. Pardon ? Exact, bonjour. Bonjour. Effectivement, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu, Emmanuel, et qui a pour but, elle, d'organiser la promotion de la filière des Smart Building en fédérant en fait un groupement transverse de professionnels et industriels de la filière bâtiment. Et Emmanuel, lui, nous partagera la mission de la Smart Building Alliance, vulgarisera un petit peu ce qui se cache derrière finalement tous ces termes de bâtiments, stations et villes connectées, et puis également nous partagera sa vision face à la situation actuelle. Nous aurons également Olivier Fabre, qui a un peu de retard, mais qui aujourd'hui est le CEO de Courchevel Télécom, et qui lui nous évoquera, nous parlera de l'importance du réseau télécom, un des piliers de cette transition digitale et comment il fait pour la rendre possible, notamment en montagne. On continuera avec Hichem Boafoura, qui est le VP Engineering de Schneider Electric. Comme vous savez, Schneider est un bonjour Hichem, un acteur important dans le bâtiment. Et Hichem nous expliquera comment Schneider a démarré depuis longtemps cette transition digitale et quelles sont les solutions concrètes qu'il peut apporter avec également des exemples directement à l'immobilier de montagne. Et puis pour terminer ce webinaire et la présentation des intervenants, eh bien, on aura l'intervention d'une jeune pousse représentée par Vincent Hippo, qui est le CEO de la start-up Ficha, et qui souhaite lui révolutionner le prix des déchets dans les habitations collectives avec une solution de conteneurs connectés qui s'appelle le Cocon. Et donc, Vincent aura l'occasion de nous présenter son innovation. Voilà, donc on va passer 1 heure ensemble. Le webinaire, lui, se veut interactif. Il n'y a pas, pour mettre tout le monde à l'aise, de bonnes ou de mauvaises questions, donc bonnes ou mauvaises interventions. Pour le faire, en fait, vous avez un bandeau sur votre droite et sur lequel vous pouvez poser vos différentes questions durant cette session. Et puis, j'essaierai de synthétiser l'ensemble de ces questions, de les remettre aux intervenants et de me faire votre porte-voix. Voilà.
Donc, pour rentrer dans le vif du sujet et directement pour démarrer l'introduction, eh bien, je vais me tourner vers toi, Emmanuel, puisque aujourd'hui, je sais que tu interviens à de nombreuses reprises sur plusieurs conférences et que tu portes depuis de nombreuses années une vision à travers cette association. Et donc, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être nous présenter éventuellement ce que fait la Smart Building Alliance, mais également nous évoquer voilà, un petit peu la vulgarisation de ce qu'on appelle le bâtiment et la ville intelligente, puisqu'on parle de bâtiments connectés, ville intelligente, puis également, encore une fois, quelques conseils concrets sur l'immobilier de montagne. Très bien, merci. Ravi d'être là sur un sujet qui me passionne, la montagne et comment effectivement faire en sorte que l'économie de montagne subsiste et même se développe. Donc tout d'abord, je vais vous partager quand même une position que tout le monde connaît, mais je préfère le rappeler, c'est qu'on est face à des défis majeurs aujourd'hui qui nous obligent à repenser nos modèles et modes de vie. Et le contexte sanitaire actuel en est un exemple, mais ce n'est pas seulement ça, c'est également l'environnement, entre autres, avec le réchauffement climatique qui impacte notamment l'économie de montagne. Le réchauffement climatique, on le voit bien, obère certaines stations de montagne dans leur activité économique. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des problématiques économiques et autres. On se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de temps pour répondre à ces questions. On voit bien tous les jours, quand on se lève, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver encore sur la tête. Et on voit bien que c'est tous les jours. Je voyais encore hier 22 degrés à Montréal. Ils n'ont jamais connu ça. C'est des choses qui doivent nous interpeller. Et on doit tous, citoyens, tous prendre ça en main pour bouger. Et donc moi, il y a 8 ans, je me suis dit, il faut agir. Et c'est là où je me suis dit, pour agir, il faut mettre tous les acteurs ensemble et partager, avoir une démarche commune. Et j'avais cette vision qu'il fallait associer le numérique à la transition environnementale, entre autres. Parce qu'en fait, répondre à ces défis, pour moi, passe par une bonne utilisation du numérique. Le numérique est un outil pour répondre à ces défis, à part autant qu'on l'utilise à bon escient. D'où effectivement la jeunesse de la SBA, d'apporter des cadres de référence, des cadres de confiance numérique portant sur la connectivité, la collecte et l'exploitation des données, entre autres, en toute sécurité, et pour faire en sorte que chaque citoyen, chaque entreprise, chaque collectivité puisse investir durablement et de manière en manière sereine. Alors, pour réussir ce pari, l'objectif, c'était de mettre tous les acteurs ensemble, avoir une approche non plus en silo, mais transversale. Et c'est ça la SBA, c'est d'associer tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc aussi bien les acteurs de l'électronique, les acteurs de la donnée, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les villes, etc. Autour de cadres de confiance, cadres de référence qui sont aujourd'hui ready to service pour ceux qui connaissent et des déclinaisons servicielles par énergie, mobilité, sécurité, santé, partage des espaces, etc. Donc, vous avez R2S for Grids, for Mobility, etc. Et puis, bien sûr, aussi, il y a la maquette numérique et comment toutes ces données viennent s'agréger dans la maquette numérique. Donc, on a un cadre de référence qui s'appelle BIM for Value et qui vient synthétiser tout ça. Bon, voilà un petit peu la SBA. Je vais être court, mais la SBA, donc, c'est vraiment un creuset où tous les acteurs se retrouvent pour repenser ensemble le bâtiment et la ville autour du numérique. Et d'avoir vraiment cette approche transversale. Alors après, l'objectif aujourd'hui, quel est-il? Eh bien, c'est d'apporter justement ce numérique dans les bâtiments et dans les territoires. Parce que clairement, on voit bien qu'aujourd'hui, on en est encore là. Il y a du confinement, mais les écoles, j'espère qu'elles resteront ouvertes demain, mais vous verrez, si elles ferment demain ou après ou lundi, on continuera de les chauffer. Et aujourd'hui, beaucoup de bureaux sont fermés.
ou peu équipés, peu habités, mais on continue de les climatiser, etc. On voit bien l'aberration. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas du tout pris la dimension numérique et du bâtiment. Il en est même pour les territoires. On voit bien qu'en fait, on reste encore sur des schémas très verticaux. Donc aujourd'hui, la première chose, c'est de porter ce numérique dans les bâtiments et dans les territoires. Et là, ce qu'on dit aujourd'hui à la SBA, et c'est notre baseline, c'est profitons de l'opportunité de l'efficacité énergétique pour amener ce numérique dans tous les bâtiments et dans les territoires. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un ROI. On le voit bien, si vous commencez à mettre des systèmes d'efficacité énergétique dans votre logement ou dans les bâtiments, asservissant l'énergie, la production de chaud ou de froid, par exemple, à la présence, rien que ça, vous arrivez tout de suite à des retours sur investissement de 4 à 5 ans, voire moins, hein, si on est dans l'hôtellerie. Mais surtout, on arrive à faire au moins 20 à 25% d'économie d'énergie, 20 à 25%. Et des investissements qui sont minimes. Si je parle de logement, je parle de 1 500 € par logement. Pas loin, hein, en moyenne. Oui, donc on voit bien que ce n'est pas grand-chose. Et dans ces 1 500 €, il y a à peu près 500 € qui sont sur l'infrastructure numérique. Eh bien, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ces 500 €, on ne va pas les dédier uniquement à l'efficacité énergétique. C'est ça la force de R2S, c'est que ces 500 €, ils vont être utiles, bien sûr, à l'efficacité énergétique, mais à d'autres services, comme par exemple l'assistance aux personnes dépendantes, comme par exemple la sécurité, comme par exemple demain la recharge des véhicules, comme par exemple aussi le partage des espaces, par exemple les Airbnb ou autres, permettre à des gens de partager un espace avec des serrures connectées. Il y a des tas d'exemples en fait. Comme par exemple aussi, écoutez, pourquoi pas, et je l'espère, trier ses déchets, comme va le dire Ficha. Hein, mais pour ça, il faut qu'effectivement on puisse collecter les données. Il faut qu'effectivement ces données soient collectées, soient gérées. Eh bien, c'est ça la SBA. Voilà, donc la première chose, on dit il faut apporter le numérique et s'appuyer sur l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, il y a des solutions très simples, non intrusives, qui permettent d'apporter d'abord une infrastructure numérique et ensuite des objets communicants dans les logements pour effectivement répondre à ces problématiques. Excusez-moi. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Comment apporter le numérique? Et on peut faire pareil sur les territoires. Ensuite, c'est repenser des bâtiments non plus silotés, dédiés à une seule activité, mais pluriels. C'est plus possible d'avoir des bâtiments qui sont utilisés que 30% du temps, comme des voitures qui ont été utilisées que 5% du temps. On est à l'ère de l'économie collaborative. Donc en fait, c'est fini ça. À l'heure où effectivement, il y a des tels défis, il faut optimiser l'usage des bâtiments, optimiser l'usage des véhicules. Et donc là, aujourd'hui, c'est un vrai message, un message fort, c'est de dire il faut partager, il faut avoir des espaces mixtes, des espaces bien sûr qui seront privatifs, mais aussi des espaces partagés. Je donne un exemple, le cinéma, aujourd'hui il est occupé, même très peu, mais il est occupé que quelques heures par jour. Eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser plus pour que ça soit une salle où les gens vont suivre des cours? Pareil pour les écoles, pourquoi elles se ferment à 18h et derrière, on n'en fait rien? Pourquoi il n'y aurait pas de la formation professionnelle? Vous voyez, on voit bien qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, on peut faire beaucoup de choses. On peut optimiser ces espaces. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ma vision des choses, c'est de dire il faut effectivement aller vers des bâtiments, des villes beaucoup plus durables. Et pour ça, il faut optimiser les bâtiments, optimiser la mobilité. Et si je me porte au village de montagne, eh bien, c'est de dire, grâce au numérique, on va pouvoir effectivement, et c'est même souhaitable, avoir beaucoup plus d'activités locales. C'est-à-dire que les villages ou les villes de montagne, elles ne soient pas uniquement dédiées à une activité touristique qui fonctionne
2 fois ou 4 mois par an ou 2 fois 3 mois par an. Ça ne suffit pas. Et donc, il faut vraiment revitaliser les villages de montagne, les villes de montagne, pour qu'en fait, il y ait une activité continue. Et puis, effectivement, les saisonniers, pourquoi maintenant ils ne peuvent plus habiter dans les villages et ils doivent descendre? C'est parce qu'effectivement, on est sur on n'est pas sur cette optimisation des espaces. Eh bien, c'est aller sur une optimisation des espaces et permettre à ce que il y ait cette mixité aussi sociale, mixité économique, et que tout le monde puisse vivre là où il travaille, là où il vit, là où il. Ouais, donc, vous voyez, c'est des choses importantes. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est un peu utopique. Eh bien non, je pense que ce n'est pas du tout utopique. Au contraire. Et au contraire, il faut lancer un élan pour reconquérir, réinvestir la montagne. Je pense vraiment. Moi, si vous voulez, c'est ma vocation. C'est ce qui m'anime aujourd'hui. J'ai monté un fonds qui s'appelle le Fonds MAGE, qui est un fonds pour réinvestir les territoires. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste plus possible d'avoir des métropoles qui se développent de manière inconsidérée et de l'autre côté, la ruralité qui se vide, ou alors la ruralité qui se vide pas complètement, mais qui ne vit qu'à des périodes estivales ou des périodes hivernales. C'est pas possible, c'est pas durable. Il faut au contraire vivre 365 jours par an dans le même endroit et ne plus avoir ces mouvements pendulaires. Et ça, grâce au numérique, on le peut. Vous voyez, aujourd'hui, il y a le télétravail, mais il peut y avoir l'e-santé, il peut y avoir l'e-culture, il peut y avoir l'e-learning. Tout ça, c'est possible. Et donc, on peut très bien avoir, par exemple, des campus universitaires à Val d'Isère, à Tignes, et éviter que les jeunes, une fois qu'ils ont fini le lycée, ou même leur scolarité, ils aillent à Lyon et ils ne reviennent plus. Eh bien non, ce n'est pas possible. Et moi, je dis aujourd'hui, on peut le faire. On doit le faire. Et c'est maintenant. Et c'est ça aujourd'hui que je veux porter. Mais pour ça, effectivement, il faut le numérique. Et il faut cette infrastructure numérique à la fois dans les bâtiments et dans la ville. C'est fondamental ce que je vous dis, parce qu'effectivement, le jour où on va arriver à ça, on va répondre à ces défis dont je vous parlais. Parce qu'effectivement, on va consommer moins d'énergie, parce qu'on se déplacera moins, on va gagner du temps. Et donc, si on gagne du temps, on va pouvoir s'occuper de sa famille, s'occuper de son voisin, être plus solidaire. Et ça aussi, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, on a perdu ce lien social, parce qu'on n'a plus de temps. Eh bien, moi, je dis, il faut moins consommer, mieux consommer, et être plus à l'écoute de son voisin, à l'écoute de son environnement, à l'écoute de la planète. Et ça ne passe effectivement par un outil qui est le numérique, qui va nous aider, et surtout une refonte complète des modèles et des modes de vie. Et c'est ce que je voulais vous porter comme message. Je crois que j'ai pris mon temps, et puis après, je répondrai à vos questions. Merci. Merci Emmanuel. Alors juste effectivement, avant de continuer avec un sujet important pour parler d'infrastructure, on va continuer avec Olivier, mais il y a une question qui effectivement qui ressort, qui est de dire, on parle beaucoup du numérique et quelque part le numérique, il y a effectivement une somme d'entreprises qui aujourd'hui apportent des solutions, mais est-ce que, de ton point de vue, toi qui rencontres de nombreux acteurs sur le terrain, est-ce que avant tout, c'est pas d'abord un problème de volonté politique, une volonté des personnes à vouloir passer le cap, à imaginer ce que tu dis là. Moi, je vis en montagne, donc je vois bien un petit peu en moyenne montagne, je vois bien le problème. Déporter les services de la ville sur la montagne, ça veut dire aussi, à un moment, se heurter à des problématiques de volonté politique, de vision. Et quand on parle de bâtiments connectés, et c'est pour ça que j'ai dit bâtiment, c'est important ce sujet, bâtiments connectés et bâtiments intelligents, c'est pas tout à fait la même chose. Ville connectée ou ville intelligente, c'est pas la même chose. Et station connectée, station intelligente, c'est pas tout à fait la même chose. C'est d'autres composantes humaines, des composantes de développement durable, des composantes, voilà. Qu'est-ce que je réponds à ça? Mais de toute façon, je dirais, on n'a pas le choix. Mais effectivement, peut-être que le politique sera le dernier aujourd'hui à franchir ce pas. Parce qu'en fait, sous-entendu dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'on change de gouvernance. On n'est plus dans une gouvernance pyramidale. On doit aller vers une gouvernance neuronale. C'est-à-dire qu'il y aura toujours effectivement des chefs, mais ce seront des chefs, ce ne seront pas un chef. Et ça, c'est fondamental. Et donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut changer la gouvernance à la fois de nos entreprises, des communautés, mais également des
des collectivités et voire de l'État. Et ça, c'est un vrai sujet. On est sur une rupture civilisationnelle. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et aujourd'hui, il faut l'accompagner en douceur. Et cette rupture civilisationnelle ou cette mutation civilisationnelle, elle est notamment nécessaire, mais elle est immanente au numérique. Alors maintenant, je réponds à ta question. Moi, aujourd'hui, je dis, demain, si effectivement M. Castex annonce que les écoles vont être confinées et doivent de nouveau se mettre en sommeil, eh bien, je dis c'est inacceptable puisqu'on n'a pas mis en place dans les bâtiments cette fameuse infrastructure numérique. Et donc, on va encore condamner 25% d'étudiants. La fracture numérique va condamner 25% de la population française qui ne va pas pouvoir suivre des cours. C'est inacceptable. Et donc, aujourd'hui, je dis, il faut changer cela. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, effectivement, moi, mon discours, il est clair. On a entendu un plan de relance, on a entendu M. Macron qui parlait de la rénovation thermique des bâtiments. Eh bien, moi, je dis non. Ce n'est pas la rénovation thermique des bâtiments. C'est d'abord la rénovation énergétique combinée à la rénovation numérique. Et c'est tout à fait différent. Alors, on peut juste en synthèse déployer pour qu'on puisse avancer sur le débat. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre rénovation thermique et rénovation énergétique? La rénovation thermique, c'est isoler les bâtiments. C'est totalement passif. La rénovation énergétique, c'est mettre en place ces fameuses solutions d'efficacité énergétique, de pilotage énergétique qui tirent le numérique. Et ensuite, bâtiment par bâtiment, on va faire cette rénovation thermique. Mais dans un cas, le délai, c'est 1 an, même pas. C'est en 6 mois. Enfin, quand je dis 6 mois, ça peut être fait alors, si on prend tous les bâtiments de France, ça peut être fait en l'espace de 3 à 5 ans. 5 ans. La rénovation thermique des bâtiments, ça va prendre 20 ans ou même 30 ans. Et on est sur des coûts qui sont de 1 à 10, voire de 1 à 20. La rénovation thermique d'un bâtiment coûte 15 fois plus cher que la rénovation énergétique quand je parle de mettre en place ces fameux systèmes d'efficacité énergétique. Et si on parle de la montagne, écoutez, en fait, je vais vous prendre un exemple. J'ai un logement. J'ai un appartement, je vais mettre un petit capteur de température pour la température, je vais mettre des contacts de fenêtre parce qu'effectivement, il faut éviter que les gens ouvrent la fenêtre alors qu'il fait moins 10 dehors, et je vais mettre des thermostats sur mes radiateurs ou un thermostat central avec un relais sur chaque radiateur électrique, par exemple. Donc, si vous voulez, quand je vous parle de 1 500 €, là, on ne parle même pas c'est pas 1 500 €, c'est quelques centaines d'euros. Et il faut effectivement un système central à l'échelle du bâtiment qui va piloter ça. Vous voyez, donc ce n'est pas grand-chose. Et en plus, on aura mis cette infrastructure numérique qui va permettre ensuite de faire beaucoup d'autres choses, notamment de piloter les déchets. Tout à fait, effectivement. Donc, ce que tu dis, en synthèse, c'est qu'effectivement, la première étape que toi tu prônes, c'est vraiment cette transformation vers le numérique qui nécessite d'abord de l'infrastructure. Et que quelque part, quand on parle de logement connecté, de bâtiments connectés, via le numérique pour défendre l'efficacité énergétique, finalement, c'est peu d'investissement. On a parmi les participants des bureaux d'études, des promoteurs, des rénovateurs, des architectes. Donc, ça veut dire que c'est une composante à prendre dès maintenant. C'est clair. Et je peux vous dire, en deux mots, la semaine dernière, j'ai fait les universités de la SBA. Et donc, il y a Olivier Fabre qui va peut-être en parler, mais on a bien clairement dit aujourd'hui, en fait, si par exemple, dans un immeuble, les personnes se groupent pour avoir un seul abonnement Internet, eh bien, en fait, ça permet de financer le déploiement de cette infrastructure numérique et même de mettre sur 5 ans ces systèmes d'économie d'énergie, ce qui fait qu'en fait, c'est 0 coût pour l'usager. C'est simplement linéariser un coût. Vous voyez, donc on est loin du compte. Et maintenant, pour conclure, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on est exactement à la même croisée des chemins qu'il y a 120 ans, quand il fallait déployer l'électricité dans les logements. Exactement pareil. Voilà. Et c'est exactement le même enjeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats là-dessus, parce que je dis, il ne faut pas se tromper de combat. Merci. Ok, merci Emmanuel, et ta voix est entendue. Et justement, une bonne transition sur la notion d'infrastructure avec Olivier, puisque effectivement, quelque part, la colonne vertébrale de toute transformation digitale passe par l'infrastructure et par le réseau télécom. Et toi, Olivier, tu es un acteur, justement, Courchevel Télécom agit pour poser ces infrastructures. Et en rebondissant sur ce que dit Emmanuel,
ce que fait Courchevel Télécom et comment vous agissez à la fois en termes d'infrastructure, mais aussi en termes d'usage, parce que derrière tout ça génère des usages concrets sur l'immobilier et puis même les différentes villes. Alors, bonsoir à tous. Merci Emmanuel pour la transition. En effet, on a pas mal de choses à raconter sur les économies qui peuvent représenter on va dire l'unification des réseaux. On utilise beaucoup ce terme-là. Nous, en fait, en montagne, notre première clientèle, c'est principalement aujourd'hui de la clientèle hôtelière, des résidences de tourisme. Donc, des gens pour qui l'Internet aujourd'hui la connectivité, c'est la base, l'Internet, c'est un des services. Internet, aujourd'hui, c'est devenu le 3e critère de choix d'un établissement hôtelier ou résidence de tourisme, que ce soit pour un voyageur d'affaires ou un voyageur touriste, j'allais dire, beaucoup plus standard. Donc nous, en l'occurrence, depuis 2013 maintenant, on amène la fibre optique dans les stations, on déploie nos propres réseaux. Alors on n'est en l'occurrence pas présent que à Courchevel. On a aussi une autre marque qui s'appelle Alpine Télécom, et qui, elle, est déjà beaucoup plus présente au niveau de toutes les stations, principalement dans les Alpes. On est également en train d'arriver sur les Pyrénées. Et nous, on s'est principalement axé autour de la connectivité, donc la base que j'évoquais tout à l'heure, et qui permet justement à des acteurs au sein de la SBA, dont Emmanuel est président, de venir proposer des services qui permettent de piloter l'ensemble des systèmes. Aujourd'hui, on a bien souhaité distinguer les deux dans notre approche. Nous, j'allais dire, on est une sorte de facilitateur qui permet, au travers de ce backbone de communication, ce réseau fédérateur, d'aller distribuer l'ensemble des services que sont à la fois la collecte d'informations avec la télérelève, mais aussi le pilotage dans les deux sens, c'est toujours du bidirectionnel. Et en l'occurrence, nous, notre offre s'axe autour de la fibre optique avec des terminaisons de type cuivre, avec des switches Ethernet qui permettent d'aller brancher tout type de système, j'allais dire multi-protocoles, Enotion, Mbus, Zigbee et compagnie, et d'aller pousser l'ensemble des services. Mais c'est vrai que la base aujourd'hui de l'attente de nos clients, c'est principalement l'Internet, la voix et le Wi-Fi pour leur résidence à destination de leur clientèle. Et bien sûr aussi pour leurs besoins propres. Aujourd'hui, que ce soit ce qu'on appelle les PMS, les logiciels qui gèrent toute la partie hôtelière, nécessitent des connexions stables, des débits symétriques, et tout ça, c'est un vrai outil de production pour l'hôtelier. Aujourd'hui, un hôtelier sans PMS, il peut en l'occurrence pas facturer ses clients, et forcément, en termes de service, ça va être très dégradé dans la mesure où les clients ne pourront pas commander de nouveaux services si le PMS n'est pas fonctionnel. Ok, donc vous disiez que effectivement l'hôtellerie, mais également en échangeant ensemble, tu m'as dit que tu intervenais aussi de plus en plus sur les résidences principales pour offrir une offre quelque part packagée et justement pour répondre aux nouveaux usages. On a parlé tout à l'heure de migration éventuellement de population des villes vers les montagnes, soit en résidence secondaire, soit même pour y vivre. D'ailleurs, Emmanuel milite pour ça. Et donc, concrètement, qu'est-ce que tu mets en œuvre Alors, sur cette partie, les particuliers, on les adresse au travers de leur syndic ou alors au travers d'organismes qui gèrent en fait toute la partie construction et l'exploitation des résidences. Je pense notamment à un client qui a été parmi le premier à nous suivre sur Courchevel 1650 à l'époque. C'est un groupe qui s'appelle Alpine Lodge et qui est très présent, de par leur nom, vous les comprenez, ils sont très présents dans les Alpes. Ils sont plutôt sur du haut de gamme. Et en fait, pour eux, c'était dès le départ, le cas des premières résidences qu'on a équipées avec eux, c'était donc soit notre réseau fibre optique qui ramenait, à l'époque, on devait être sur du 20 mégas par appart. Et en face de ça, ils avaient le choix avec l'ADSL traditionnel sur le réseau Orange, qui, elle, là-bas, à 1650, était à 2 mégas. Et donc, forcément, de par la limitation physique, moins d'1 méga en envoi, ce qui, pour de la résidence haut de gamme, était totalement rédhibitoire, surtout qu'ils ont une clientèle principalement anglaise, hollandaise, belge, qui sont beaucoup plus sensibles à la connectivité que nous en France encore. Ils ont quelques années d'avance, c'est-à-dire que pour eux, c'est un critère de base. C'est-à-dire investir dans une résidence dans laquelle il n'y a pas de la fibre optique et du bon débit, pour un Anglais, ça va juste être un cauchemar.
Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur ces équipements-là. C'est grâce à ces clientèles-là. Mais aujourd'hui, oui, on a équipé pas mal de résidences sur les stations au travers des syndics, en fait. Et notamment, on vient de lancer une nouvelle offre d'équipements sur les Pyrénées. On commence par la station de Saint-Lary en ce moment, Saint-Lary-Soulan, où on est à 15 € hors taxe par logement et par mois pour un Internet à 10 mégabits symétrique. On est même en train de regarder si on peut faire ce qu'on appelle du burst à 20 mégas. Le but, c'est de permettre d'avoir une connectivité dans chaque appartement avec un débit garanti. Les 15 € par mois, c'est clairement fait pour être moins cher et plus attractif qu'une connexion ADSL, parce qu'il ne faut pas oublier que sur la montagne, on est aussi aujourd'hui, Emmanuel évoquait le fait d'être 4 saisons demain, mais aujourd'hui, le modèle économique de la montagne, il est saisonnier. Ça veut dire que pour eux, pour les gens qui utilisent le service, quand vous faites une offre avec un abonnement annuel, eux, ils n'utilisent que, on va dire, 4 mois par an aujourd'hui. Allez, s'ils viennent l'été, ça va faire 6 mois au total, mais par contre, ils sont toujours embêtés de devoir payer un service sur 12 mois, alors qu'ils l'utilisent que sur 6 mois maximum. Et de par ces offres à 15 € aujourd'hui, ça nous permet d'aller toucher tout le monde. Ça passe au travers des syndics. C'est plus intéressant qu'une ligne ADSL et ça intègre le coût d'équipement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, il n'y a rien à mettre sur la table pour qu'on équipe la résidence. 15 €, vous avez tout. Vous avez votre modem routeur Wi-Fi avec 2 RJ45 dessus qui vous permet de brancher les équipements dans votre appartement et d'être vraiment, contrairement à du Wi-Fi, il y a beaucoup de résidences aujourd'hui qui regardent aussi les installations de type Wi-Fi collectif. Et le Wi-Fi collectif, ça a un des avantages, c'est que chacun est sur le même réseau, en fait, le même adressage IP. Et du coup, quand on veut pouvoir faire du télétravail, notamment avoir une imprimante qui soit uniquement sur votre réseau local, avoir, je sais pas moi, votre console de jeu, etc., ben, c'est toujours mieux d'avoir son propre routeur. Vous avez votre firewall, vous êtes sécurisé par rapport à l'extérieur, justement avec un matériel qui est directement dans votre appartement. Justement, Olivier, juste pour rebondir sur ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Pour juste que ce soit intelligible pour tout le monde, quand tu dis 10-20 mégas en termes d'usage, c'est pour répondre, parce que j'imagine que tu as dû voir de nouvelles demandes, de nouveaux usages apparaître sur les stations. Justement, c'est pour répondre à on a parlé de télétravail, mais qu'est-ce que tu vois comme autre demande apparaître? Et est-ce que tu vois, justement, je fais une double question, est-ce que tu vois également arriver des populations pour venir vivre, non pas de manière saisonnière, parce qu'on va séparer ceux qui viennent vivre de manière saisonnière et ceux qui viennent vivre de manière durable, localement. Tout à fait. On a les deux, heureusement d'ailleurs. Je ferai un petit clin d'œil tout à l'heure à quelqu'un qui a fait le choix qui est un grand entrepreneur en plus dans le domaine des télécoms, Arthur Fernandez, que je salue si jamais il nous voit aujourd'hui. Arthur, c'est le patron d'une grosse boîte télécom qui doit approcher les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et il passe 15 jours aux Arcs et 15 jours sur Paris. Et aux Arcs, il est en télétravail, il a la fibre, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir bosser. Et en termes de qualité de vie, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste extraordinaire de pouvoir se permettre ça. Et il reste tout le temps joignable, il reste très efficace, il est sur un groupe qui fait une croissance à 2 chiffres. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse travailler. Et des populations comme ça, on en voit de plus en plus. Alors, pas du 100%, il faut être honnête. Parce qu'à un moment ou un autre, quand on est décideur, comme il l'est, et patron, il faut remonter sur Paris parce que sa société, elle est à Paris et ses employés ont besoin de le voir. Mais néanmoins, c'est quand même plutôt sympathique et je l'envie là-dessus de pouvoir en effet se mettre au vert pendant 15 jours et bien que j'avoue que chez moi, je suis plutôt bien au vert, je n'ai pas à me plaindre non plus. Mais en l'occurrence, à la montagne, aux Arcs, je crois qu'il est 1800 de souvenirs, et le tout en télétravail grâce à la fibre optique. Et pour revenir sur la question première que tu me posais, Anis, c'était sur les nouveaux usages qu'on a vus. Alors, ce qui nous a assez étonné ces dernières années, c'est l'explosion de l'IPTV. Enfin, en l'occurrence, je vais appeler ça les plateformes OTT type Netflix, Apple TV et Prime Video. C'est impressionnant la part que ça prend sur la bande passante qu'on peut avoir en consommation en hiver. Vous avez quand même aujourd'hui alors là je parle plus de clientèle type Megève, Courchevel. Il y a des systèmes aujourd'hui Apple TV 4K en termes de consommation instantanée de débit au démarrage, on est sur du 45 mégabits seconde. C'est énorme.
Donc, alors, désolé pour les noms techniques, mais en l'occurrence, 45 mégas, c'est un débit très, très important qu'il faut pouvoir aujourd'hui uniquement adresser. La DSL est incapable d'aller jusque-là. Il n'y a que la fibre optique et éventuellement la 4G et demain le satellite, j'allais dire, qui sont capables d'apporter des débits comme ça. Alors, par rapport à ça, pour avancer ensemble, il y a effectivement un sujet qui, quelque part, se cache derrière ça, et je pense qu'il faut l'intégrer dans les réflexions, qui est justement le développement durable autour du numérique, notamment autour de ce que tu dis là, c'est-à-dire comment faire, quelles solutions existent, par exemple, quand on parle de télévision, qui va devenir de plus en plus le cas, notamment parce qu'on est confiné, comment on fait pour réduire cette consommation de la bande passante. Et notamment, on sait qu'il y a des campagnes aujourd'hui qui consistent à mesurer le coût énergétique dépensé par rapport à l'ensemble de ces consommations et également la bande passante que ça prend. Et donc, on incite de plus en plus les personnes à télécharger leurs films plutôt que de les regarder en streaming, en live. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi à des solutions de cette nature. Justement, je rebondis aussi sur un deuxième sujet qui est là, tu as évoqué justement la fibre optique et satellite. Et là, il y a une question qui est apparue et que, effectivement, recoupe celle que je voulais te poser aussi, c'était autour de la 5G. Ah oui, je vois. Voilà. Donc, est-ce que la 5G ne va pas résoudre tous les problèmes de connectivité en station? Parce que, voilà, je lis les commentaires en même temps. Désolé, je ne l'avais pas fait jusque-là. La 5G, en l'occurrence, alors oui, elle va apporter une solution alternative qui ne vaudra jamais la fibre optique, parce qu'en l'occurrence, comme je l'explique souvent, rien ne vaut aujourd'hui le média fibre optique. Il n'a aucune limite physique. La seule limite qu'il a, c'est les équipements qu'on met au bout, en fait, qui aujourd'hui sont capables de travailler à des vitesses jusqu'à 100 gigabits. Mais néanmoins, demain, on sera à du Tera, on sera à des vitesses qu'on n'est même pas capable d'imaginer certainement aujourd'hui, mais toujours avec ce même média qu'est la fibre optique. La 5G, ça utilise des radiofréquences, donc c'est forcément limité physiquement de par la portée, la capacité à avoir plusieurs porteuses pour aller desservir les clients. Donc je dirais que la 5G, c'est une solution, une bonne solution alternative, mais un petit peu comme la 4G a été à l'époque une grande promesse, j'imagine que la 5G va avoir ses limites. On va nous vendre la 6G dans la foulée et que la 7G arrivera également derrière. C'est lié à la transmission sans fil. La transmission sans fil, elle n'est pas en capacité illimitée, notamment parce que il faut qu'on puisse respecter certains niveaux d'émission pour qu'on soit tous pas en mode micro-ondes, en l'occurrence, dès qu'on se déplace dehors. Et c'est pour moi une vraie solution alternative aujourd'hui. Mais je prends un exemple très très concret qui est d'une flagrance énorme, c'est un speed test 4G, la 5G n'est pas encore dans les montagnes, mais là, un speed test 4G+, à Courchevel sur les pistes, quand il n'y a personne au mois de novembre, on est à plus de 140 mégas. Vous revenez sur la même piste en pleine saison, allez, on va dire début janvier, entre début et mi-janvier, quand vous avez 2 mégas, c'est le Pérou. Moi, j'ai même fait des speed tests 4G à Courchevel parce qu'on cherchait des options pour des clients qui n'étaient pas encore raccordés à la fibre en pleine saison. On n'avait même pas 2 mégas sur la 4G, tout simplement parce que tout le monde pompe dessus. Okay. Et il n'y a pas de garantie de service sur ce type de médias, alors que sur de la fibre, il y en a. Donc, ce que tu dis, effectivement, merci Olivier, c'est que en fait, sur la partie, sur cette notion de réseau, c'est important de réfléchir notamment sur cette connectivité qu'on doit avoir sur l'ensemble de la station, à quel type d'infrastructure on va choisir, et notamment quand on va parler d'usage, de savoir aussi quand on va, parce qu'on parle de beaucoup d'usages de livraison à domicile, de transport autonome, etc., de savoir quelle infrastructure on doit mettre en place et quel type de réseau on doit mettre en place pour répondre quand il y a un afflux de personnes ou quand on est sur de la consommation courante. Honnêtement, à part la fibre, il y a à ma connaissance aujourd'hui aucun autre média. C'est pas pour rien qu'on est parti là-dessus. Ça coûte en effet très très cher en déploiement en montagne. Mais néanmoins, ça permet d'apporter un service que je ne vous ai pas encore évoqué, mais qui est pourtant essentiel. C'est également toute la partie télédistribution. Aujourd'hui, quand on est dans une station qui va accueillir des populations anglaises, espagnoles, italiennes, américaines, russes, etc., il faut être capable d'aller capter l'ensemble de ces différentes chaînes, de les retransmettre typiquement pour des hôtels, des chalets en location. Et aujourd'hui, c'est totalement faisable par de la fibre, justement. La fibre optique permet de transporter à la fois toute la partie télé,
d'éviter les paraboles individuelles. Ça, c'est une offre qu'on porte depuis très longtemps, qu'on fait déjà dans les quartiers, en fait, dans les quartiers collectifs. Par le biais de la fibre optique, en fait, on a une seule tête de réseau dans toute la station. Il y a un exemple très concret, et je les salue au passage, c'est la station de Flaine avec le syndicat intercommunal, qui a été hyper précurseur en la matière, parce que depuis 2010, ils ont un réseau de télédistribution en fibre optique sur l'ensemble des 3000 prises de la station. Et ce réseau leur permet de distribuer aujourd'hui à la fois toute la télédistribution, une offre où au lieu d'avoir les 26 chaînes TNT, vous avez plus de 100 chaînes accessibles sur votre décodeur TNT, et avec un accès Internet derrière pour les hôteliers et pour les habitants. Ok, merci Olivier. Donc la fibre est la solution, ce que je comprends pour cette transition. Ah, clairement, il n'y a pas mieux. Il y en a d'autres, mais en tout cas, elles sont complémentaires à la fibre. Et donc là, tu fais la bonne transition. Merci Olivier sur justement quand tu parles de télédistribution, on a parlé d'efficacité énergétique. Du coup, moi, je continue justement le tour avec Hichem, toi qui es VP chez Schneider Electric et qui travaille, on sait que Schneider travaille depuis longtemps à cette transformation digitale et offre justement des solutions d'efficacité énergétique. Voilà, est-ce que tu peux, on sait qu'il y a des offres à la fois sur la gestion de bâtiments, de villes et puis également de logements, avec la Wider entre autres. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, rappeler ce que fait Schneider Electric et puis également quelles sont les solutions concrètes? Et puis je sais qu'on a un cas concret d'exemple, en tout cas, en Bretagne. Oui, alors merci Anis, merci pour l'invitation. Effectivement, bon, c'est bien que tu puisses dire en introduction que donc l'image du groupe Schneider Electric commence à être connue sur ces solutions justement d'efficacité énergétique et que non, enfin, on ne fabrique pas d'ascenseur, on n'est pas uniquement fournisseur de prises et d'interrupteurs pour les maisons. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Bon, en tout cas, un petit mot sur moi. Donc moi, je suis en charge des activités d'engineering, donc de R&D sur une de nos solutions qui s'appelle EcoStructure Power, donc qui vise vraiment à connecter toute la partie distribution électrique dans les bâtiments, dans les logements, pour du coup apporter plusieurs valeurs aux clients, que ce soit du confort, l'efficacité, on va y venir, mais d'autres notions, notamment autour de la sécurité ou tout ce qui participe au bien-être dans le logement. Juste un petit mot sur Schneider Electric, un groupe donc international qui fait 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans pratiquement tous les pays où il y a de l'électricité, donc pratiquement sur le globe. 137 000 employés et une grosse présence en France, avec beaucoup d'activités de recherche, d'innovation en France. On est 16 000 employés en France. Et on est présent dans plusieurs domaines d'activité, donc dans les bâtiments, bien sûr, dans l'industrie, les infrastructures, les data centers, ce qui fait que heureusement, le groupe reste assez solide, même pendant ces périodes-là de crise sanitaire. On arrive avec cette diversification à continuer à travailler. Alors, juste pour notre mission, en fait, elle part d'une conviction, c'est que l'accès à l'énergie et au digital est un droit fondamental pour tout le monde. Donc, ça doit permettre à chacun de faire plus et mieux avec moins. À chaque instant partout dans le monde, et donc on a besoin d'efficacité, parce que donc on voit bien le paradoxe, l'accès au numérique et à l'électricité pour tous, c'est pas forcément compatible non plus avec les enjeux du réchauffement climatique, puisque qui dit consommation en digital, consommation en électricité, dit tension sur les moyens de production, et donc il y a ce paradoxe. Comment faire accéder au progrès en étant raisonnable dans nos consommations et usages. Et là, donc, l'efficacité énergétique est un vrai besoin, l'efficacité même tout court dans le bâtiment. Voilà. Donc, et puis, je dirais, je vais donner quelques exemples parce qu'on parle beaucoup d'efficacité énergétique quand on pense au développement durable et puis à l'apport du digital. En fait, pour nous, le digital, il apporte vraiment des bénéfices, mais à plusieurs étapes de la vie d'une installation. Donc, quand on pense à une maison, une maison intelligente connectée ou un bâtiment ou dans la promotion dans l'immobilier, ça commence dans les phases de conception. Le digital peut vraiment aider à avoir plus d'efficacité dans la phase de conception. On réduit de 60% les investissements en ingénierie, en mise en service. On arrive à réduire bien sûr les coûts d'énergie jusqu'à 85% dans certains cas, quand on va faire ce qu'on appelle du rétrofit, on vient intervenir sur des bâtiments anciens. Il y a aussi des notions de fiabilité avec le digital, donc on a la chance en France d'avoir une énergie relativement
je dirais, stable, sécurisé, etc. Mais on a quand même, en montagne, on est sensible aux aléas, donc on a des questions sur la fiabilité, sur la disponibilité des équipements, et là, on arrive à augmenter la disponibilité de 50%. Et puis, il y a des notions de réduction de l'empreinte carbone qui viennent de plus en plus en disant, voilà, comment, par la gestion intelligente de tous les équipements d'une maison ou d'un bâtiment, on arrive à réduire l'empreinte carbone. Voilà ce que je peux dire. Donc, en 2 mots, hein, le logement de demain, c'est un logement, si je voulais le résumer, donc sûr, et sûr en termes de sécurité de l'installation électrique. Hein. Il y a 1/4 des incendies, qui sont dus à une cause électrique. C'est encore une réalité aujourd'hui. Donc, on a à peu près voilà cet ordre d'idée. Donc, sûr, hyper efficace en termes de gestion d'énergie. Plus en plus de demandes autour de la personnalisation. Voilà, donc l'usage de mon bâtiment, de ma maison, il doit me correspondre, doit correspondre à des scénarios. Donc là, ça c'est une demande de plus en plus importante et durable. Donc c'est une demande qui vient bien sûr de plus en plus. Et dans des secteurs d'activité où c'est l'exemple dont je te parlais à Nice juste avant l'organisation du webinaire, c'était un chalet 5 étoiles qu'on a équipé donc à la Rosière. C'est le chalet de l'Ours de la Rosière qu'on a équipé complètement avec des équipements de gestion intelligente de l'énergie. Donc ça passe par l'utilisation donc la gestion de tout ce qui est bien sûr volet, éclairage, etc. C'est ce à quoi on peut penser. Des utilisations un peu plus anecdotiques. Hein. On est en France, c'est le pays du vin aussi, donc la régulation de l'hygrométrie, de la température d'une grande cave à vin et de s'assurer qu'elle soit bien gérée. Et puis, c'est un logement, il y a une problématique en montagne qui est la location de ce chalet par différents utilisateurs. Donc, comment on peut s'assurer qu'il y a un confort d'utilisation, un support à distance, c'est-à-dire que les utilisateurs ne sont pas les propriétaires et ne sont pas des experts en maintenance. Alors, comment on les assiste à distance, comment on peut redémarrer et leur apporter cette tranquillité. Donc, ce qui est intéressant avec cet exemple du chalet de l'Ours de la Rosière, c'est que la première demande a été de réduire l'empreinte carbone, donc d'avoir un chalet qui fait 300 mètres carrés quand même, un chalet luxe, mais avec une image quand même raisonnable en termes d'empreinte carbone. Et donc, voilà, plus qu'un argument marketing, hein, c'était vraiment le point de départ de la conception de ce chalet. Alors, ça, c'est un exemple. Et puis, il y a 8 ans, alors moi, c'était intéressant, c'était les premiers pas de EcoStructure, hein, de la solution d'efficacité énergétique. On a démarré un chantier assez extrême avec l'équipement du refuge du goûter. Faut le savoir, donc le refuge du goûter qui est sur la voie du Mont Blanc est équipé en système Schneider électrique, hein, de gestion intelligente de l'énergie, des consommations, mais aussi de l'assistance à distance. Donc c'était vraiment le sens de mon message à Nice, c'est que quand on parle d'efficacité énergétique, c'est un pan de ce que la digitalisation peut amener. Il faut vraiment voir le système dans son ensemble, de sa conception, de ses phases de maintenance et d'assistance aux utilisateurs, jusqu'à bien sûr le traitement des déchets qu'on va pouvoir générer avec tous ces équipements, qui fait partie de nos missions. Effectivement, moi, juste pour effectivement avoir entendu souvent Jean-Pascal Tricoire qui disait que dans le cycle de vie du bâtiment, 70% du cycle de vie du bâtiment est dû à sa maintenance et c'est là où vont les coûts. Et donc, du coup, c'est important, dès le départ de la conception du bâtiment, de pouvoir imaginer toutes les solutions qui permettent d'optimiser la gestion énergétique, thermique, effectivement, de ce bâtiment, le traitement des déchets, en effet. Et puis, ce n'est pas qu'un gadget, c'est ça que tu dis. Et c'est ce que aujourd'hui, que ce soit au niveau de la station, que ce soit au niveau d'une ville, que ce soit au niveau d'un bâtiment, ou même dans le logement, aujourd'hui, on n'est plus dans l'ordre du gadget, parce que ça fait des années qu'on parle. Ça fait 30 ans qu'on parle de domotique. Bien sûr. C'est cher. Et en même temps, c'était anecdotique. Les personnes, aujourd'hui, c'est devenu déjà beaucoup plus démocratisé et en même temps, c'est plus simplement un gadget. Ça répond à des usages de services et aussi des usages liés aux objectifs de développement durable. Exactement. Et pour terminer, c'est vrai que on a tendance à penser à viser l'utilisateur final qui va occuper le logement en pensant à voilà quel avantage il pourrait avoir. C'est une partie de l'équation.
il y a quand même une grosse partie qui est notre réseau, un réseau d'électriciens, que ce soit notre réseau ou les électriciens tout court, qui ont besoin aussi d'optimiser leur métier, de plus avoir à faire des tournées systématiques, de pouvoir aider à distance. Donc voilà, tous ces nouveaux usages, ils doivent être pensés suffisamment en amont lors de la phase de conception du projet. Et c'est là où le digital peut vraiment avoir un impact important dans l'aspect aussi durable et l'empreinte carbone. Éviter un déplacement, c'est aussi participer à l'amélioration de l'empreinte carbone. Et notamment, entre autres, sur un point qui est important, notamment on le voit avec aujourd'hui la crise sanitaire, c'est comment on peut intervenir à distance, faire de la maintenance prédictive et de la maintenance à distance maintenant. On en a parlé, Ça fait, ouais. Plusieurs reprises sur un projet que Schneider a pu mettre en place, ou bien que d'autres acteurs, notamment, je pense aux constructeurs, je pense à ThyssenKrupp, qui a mis en place une solution avec de la gestion de données à distance, la prise de main à distance, du calcul en fait de détection des signaux faibles sur ce qui pourrait advenir de quelque part la panne qui pourrait advenir sur un bien, et que quand les techniciens sont à distance, le fait du numérique, et notamment par la fibre, va permettre aux techniciens qui sont sur place d'être en relation avec d'autres techniciens qui sont trouvés à New York, à Paris ou que sais-je, qui peuvent apporter leur expertise sans forcément que eux soient là présentement. Donc on voit aussi que sur cette gestion de la maintenance, dans tout type de vie, de la conception à la production, en passant par la commercialisation et puis la maintenance, il y a tout un tas de solutions que vous apportez qui rapportent quelque chose qui est plus que du gadget aujourd'hui, qui est clé dans la construction. Super, ben justement, merci Hichem, et tu parlais de tri des déchets, de traitement des déchets. Ben, tu vois, c'est une question toute faite. Et justement, ben Vincent, je vais te laisser la parole. Toi, tu es une start-up hébergée au village Baïséal. On se connaît de là-bas parce qu'on est ensemble dans cet incubateur et accélérateur de start-up. Et toi, tu développes une solution innovante de conteneurs connectés, justement, pour améliorer le tri des déchets, quoi. Exactement. Déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, effectivement, je suis fondateur de Ficha. On est une solution innovante de tri des déchets pour les habitations collectives, et on est en train de compléter notre offre pour s'adresser à tous les acteurs, que ce soit des entreprises, des collectivités ou même des stations de ski. Donc, pour exprimer l'innovation, j'avais envie de partager mon écran, puisque c'est toujours plus simple quand on a des éléments visuels. Vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, effectivement, je vais faire très bref pour présenter la solution, pour savoir de quoi on parle. Donc, nous, on est une solution innovante de tri des déchets avec une mission qui est d'améliorer les comportements des usagers sur la gestion de leurs déchets en gamifiant et récompensant le tri des déchets ménagers. Donc, comment on fait ça? C'est aussi pour ça qu'on a été invité, c'est qu'on met le numérique au service de l'amélioration des comportements, et après donc 3 ans de recherche et développement, on a mis au point le Cocon, qui est donc un conteneur connecté qui s'adapte au dispositif de tri mis en place. Donc ici, la poubelle de tri, la fameuse au capuchon jaune, et qui va permettre à tout usager de verser les déchets qu'il a triés, de s'identifier et d'obtenir une quantification de la qualité de son tri. Donc pour cela, on a développé une intelligence artificielle qui va en fait être capable d'identifier la nature des déchets et de restituer la qualité du tri, et donc de faire remonter les éventuelles erreurs de tri à l'usager, et de donc récompenser son tri. Parce que le but donc de Ficha, c'est d'inciter au tri, de changer les comportements. J'ai pu voir dans le chat qu'effectivement certains avaient repéré que c'était un vrai enjeu. Et donc pour ça, le pari de Ficha, c'est la gamification. Donc le numérique va nous permettre de faire rentrer l'utilisateur dans une communauté qui est une communauté, dans notre cas, positive et bienveillante. Donc, je suis un utilisateur, je vais verser mes déchets, je vais obtenir un retour sur la qualité de mon tri et gagner des points qui vont me permettre d'avoir accès à des récompenses. Donc, ces récompenses, elles sont chez des partenaires de proximité. Par exemple, on travaille avec Biocop sur tout ce qui est aspect récompense, ou sur des enseignes aussi nationales du e-commerce. Donc, on a notamment l'Amazona qui offre à nos trieurs des produits éco-responsables.
Donc demain, on peut imaginer aussi dans une station de ski récompenser le geste directement chez des commerçants de la station. Et donc, ça, c'est du côté bénéficiaire, utilisateur de la solution, donc à savoir les habitants des différentes habitations collectives ou alors les clients qui viennent passer leur semaine au ski. Et du côté client, donc les fameux gestionnaires d'habitat collectif, gestionnaires de stations et autres acteurs du logement, on leur met à disposition un site d'administration qui va permettre en temps réel de suivre la qualité, la quantité du tri, également d'avoir une restitution de l'empreinte carbone des déchets ménagers. On a parlé d'empreinte carbone et souvent on oublie que derrière les déchets, il y a une empreinte carbone et qu'aujourd'hui, malheureusement, force est de constater, cette empreinte carbone peut être améliorée. On a un gros levier puisque malgré que le tri devienne un geste, on va dire, citoyen, le passage à l'acte reste encore très faible. Et donc, Ficha va mettre en place une solution qui va permettre de déclencher ce passage à l'acte. Et aussi, bien sûr, tous les acteurs qui installent Ficha, ces données vont leur permettre de communiquer auprès des différents usagers pour apporter une transparence dans la gestion des déchets, mais également auprès des pouvoirs publics pour montrer que les choses vont dans le bon sens. Donc, ce site d'administration, il va permettre d'apporter de la donnée et une donnée qui va être très utile pour comprendre les enjeux et les évolutions positives de la gestion des déchets. Donc voilà pour ce qui est du concept. Donc aujourd'hui, nous, on a réalisé des expérimentations majoritairement sur l'habitat collectif. Tout d'abord dans une résidence étudiante de 250 logements et ensuite en habitat social où les problèmes sont multiples. Et donc nous, au quotidien, l'un de nos clients, ce sont les bailleurs sociaux, également les promoteurs sur du neuf qui, eux, ont besoin de se diversifier et de proposer des solutions dans un lieu qui est trop souvent laissé un peu de côté, donc qui est le local à poubelle. Et donc, nos expérimentations, elles sont vraiment très concluantes parce qu'on se rend compte que ce travail de gamification et de récompense a un vrai impact sur le geste de tri et sur l'amélioration des comportements. Donc, c'est également quelque chose de très intéressant qu'on a pu constater, c'est que les prescripteurs de notre solution sont en fait des jeunes, les futures générations, qui sont très à l'aise avec une application encore à utiliser ce genre de système de gamification et eux ont une vraie appétence pour le côté incitatif. Et donc aujourd'hui, de ces expérimentations, on a développé une solution industrialisable qui s'adapte aux dispositifs mis en place par les villes et donc on est en train d'accélérer notre commercialisation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de plus en plus, des voix arrivent aussi des stations qui nous disent que c'est important aujourd'hui de valoriser son engagement dans la transition. Et donc, Ficha développe une solution numérique qui a un impact positif parce que aussi le but de la solution, et c'est ce sur quoi on travaille, c'est d'arriver à une sobriété numérique qui, pour moi et pour nous chez Ficha, est très importante et donc de travailler aussi sur les équipements qu'on déploie et les déployer de la manière la plus sobre possible. Et donc, je finirai cette présentation en vous disant que avec Ficha, c'est pas fichu. Et donc, tout ça aussi pour vous montrer cette communication qui se veut bienveillante, positive. Et encore une fois, le but, c'est de mettre en avant ceux qui font bien plutôt que de moraliser et punir. Et donc, une fois de plus, je pense que le numérique doit aller dans ce sens-là et que également, il doit servir à un mouvement qui soit positif et qu'on sorte enfin un peu de cette moralisation qu'on a trop souvent tendance à voir. Super, mais écoute, merci Vincent, merci pour cette présentation et pour cette innovation. On voit effectivement que derrière ça, c'est un mélange à la fois de technologie, mais aussi qui apporte une solution dans le changement du comportement, parce que c'est ça qui est important et qui répond à finalement plusieurs défis. Et je pense que ceux qui t'écoutent de l'autre côté, les participants aussi peuvent
j'espère, t'ont entendu et vont certainement solliciter aussi tes services en innovation, moi, pour les échanges. On arrive au terme de cette heure parce qu'effectivement, il y a, vous l'avez compris, énormément de choses à dire. Merci à l'ensemble des intervenants. Peut-être un petit mot de conclusion très rapide, 30 secondes, une minute chacun, juste pour clôturer, puisque il y a, vous l'avez vu, beaucoup de sujets, des thématiques nombreuses, parce qu'on peut prendre le sujet sur différents angles. En tout cas, c'était extrêmement passionnant. Peut-être une petite conclusion de votre part, Emmanuel, Olivier, Hichem. Moi, je me lance. On a vu, et merci, c'était très bien organisé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce numérique est juste un outil. Il nous accompagne et il nous aide à être plus responsables, plus impliqués. Et l'exemple qu'on vient de voir avec Vincent en est l'illustration, c'est-à-dire que grâce effectivement au numérique, on va pouvoir impliquer des citoyens dans le tri des déchets et d'avoir une approche, des comportements beaucoup plus durables et permettre le retraitement des déchets. Dans ma vision des choses, si vous voulez, tout à l'heure, je disais qu'effectivement, il faut être beaucoup plus autonome. Le tri des déchets en fait partie. L'énergie également, de produire localement en station doit être une priorité. Et puis également, pourquoi pas l'eau. Je pense qu'il y a beaucoup d'eau en montagne et on doit aussi penser à des réseaux d'eau retraités localement et réutilisés. Donc, je pense que tout va dans ce sens-là et d'aller vers beaucoup plus de mixité, de proximité, de durabilité. Et moi, je veux bien accompagner une station pour aller vers ces projets-là. Merci. Merci Emmanuel, Olivier, Hichem. Je propose qu'on continue, comme ça on n'est pas perdu dans l'ordre initial. C'est pour ça que j'attendais qu'Emmanuel prenne la main. Écoutez, moi aussi, je vous remercie pour ces échanges, et notamment Vincent me donne un nouveau job, parce que du coup, il faudra aller tirer de la fibre jusqu'au container maintenant installé par Ficha, donc c'est bien, ça nous fait un peu plus de boulot. Et non, je suis ravi, puis à la disposition de toutes les personnes qui voudront échanger sur le sujet, sachant qu'on est, c'est vrai, un des pionniers de la fibre en montagne, et notamment, on a touché tout type d'habitation. On a été jusqu'à équiper des chalets, notamment d'un client qu'on apprécie particulièrement, M. Pastor, qui a construit un refuge 5 étoiles à Méribel, qui est juste magnifique et qui aujourd'hui, à mon avis, aurait beaucoup de choses à nous raconter dans la mise en place de son projet, parce que c'est vraiment unique. Alors, c'est un écrin, comme diront beaucoup, mais à terme de gestion énergétique, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Et aujourd'hui, ils ont non pas la fibre jusqu'à chez eux, mais un gros, ce qu'on appelle un faisceau hertzien qui leur amène 200 mégabits jusqu'au chalet perdu au milieu de la montagne entre Méribel et Courchevel. Super. Nos clients ont beaucoup d'imagination. Effectivement, et je pense qu'on va en avoir encore dans le futur. Merci, Hichem, peut-être le dernier mot pour la fin. Oui, merci à Nice pour l'organisation, et très content d'avoir vu ces différents points de vue sur des enjeux communs pour la digitalisation. Moi, je voulais vraiment passer le message que aujourd'hui, j'interviens au nom de Schneider Electric, mais aussi je suis grenoblois, né à Grenoble et entouré de montagnes au quotidien. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et donc, ne surtout pas hésiter à me contacter pour justement voir les applications au-delà des économies d'énergie, mais sur le cycle de vie complet d'un projet. Je saurais vous mettre en relation avec les bonnes personnes, ne serait-ce que pour avoir un échange et pas forcément effectivement tout de suite dans un but purement commercial. On est aussi preneur de nouveaux cas d'usage, d'échanger avec des partenaires pour toujours apprendre comment on pourrait améliorer ces usages du digital dans une optique responsable. Voilà. Merci à Nice, merci. Merci. Vincent, tu vois, ton innovation retient l'attention de beaucoup de monde. Merci à vous pour votre participation. On va conclure ici. Simplement, également rappeler à l'ensemble des personnes qui ont participé qu'ils peuvent revoir le replay ou le partager aussi directement de ce webinaire. Et sachez qu'il y en a 3 autres qui sont prévus sur différentes thématiques.
présentation des startups dans le cadre du mouvement French PropTech. On va parler dans les prochains webinaires de gestion du développement foncier, également de solutions d'économie sur les bâtiments, etc. Donc, plusieurs startups qui vont présenter des solutions innovantes, un peu à l'image de Pika. Un autre événement sur comment vendre en période de Covid, et puis un dernier webinaire prévu d'ici la fin de l'année sur la rénovation énergétique et thermique. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre participation. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bravo. Bravo, au revoir. Un plaisir. Ciao.